Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller qui est la dernière de la saison. Et je me suis fait un petit plaisir puisque j'ai invité une autrice qui me tient à cœur, c'est Sarah Briand. Bonsoir Sarah. Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je te reçois pour ce premier roman, mais qui est quand même ton troisième livre, puisque tu as écrit deux biographies auparavant, qui s'appelle Les Pépins de Grenade, avec une sublime couverture qui est parue chez Fayard le 27 avril dernier. On va discuter de ce roman, mais avant, je vais vous expliquer comment ça va se passer. On va diviser cette rencontre en deux. C'est la 295e, donc ça me fait plaisir aussi que tu sois là pour un chiffre un peu symbolique. Ouais. Et après, on fera des conseils de lecture et on aura un invité que j'appellerai tout à l'heure et on parlera de livres de l'été. Mais tout d'abord, les pépins de grenade. Alors, moi, j'ai envie de te faire résumer, c'est juste que c'est ma tradition, hein. Je fais résumer en 1 minute, mais pas plus, aux auteurs leurs livres. Alors, je te laisse carte blanche, comme ça, ce ne sera pas moi qui divulguerai quoi que ce soit. Oui, chaque mot est important. Alors, en 1 minute, l'histoire des pépins de grenade, donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est journaliste dans une chaîne de télévision française qui s'appelle Salomé. On est dans époque contemporaine. Et cette jeune femme va tomber amoureuse dès le début du roman d'un Américain qui est en fait un soldat qui va partir sur un terrain de guerre. Nous sommes à Carthage, donc dans un lieu très solaire au début du livre. Et puis, ce soldat va finalement la mettre sur les traces d'un soldat de sa propre famille qui a été appelé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était un paysan ardéchois, qui va être donc appelé à combattre dans l'est de la France. Et sans dévoiler tout le roman, en fait, ce soldat sera aussi un résistant et sauvera des Juifs pendant la guerre et sera donc nommé juste parmi les nations. Donc, ce livre est un petit peu l'histoire d'une quête d'une journaliste qui part à la recherche de son passé, sur les traces aussi d'un secret de famille, sur les traces de sa mémoire. Alors, c'est parfait, moi, j'aurais pas mieux fait. Est-ce qu'on peut dire que Salomé et Sarah sont qu'une personne ou pas du tout? C'est très difficile à dire pour moi parce que forcément, c'est l'histoire d'une jeune femme de 40 ans qui est journaliste, donc qui a de grosses similitudes avec moi, évidemment. Et puis, je pense que dans un premier roman, on met énormément de soi. Donc, je ne me suis pas vraiment rendu compte voilà, de la frontière entre la fiction et la réalité. Mais c'est vrai que j'ai voulu raconter l'histoire d'une quête de cette journaliste qui est aussi une grande amoureuse. Donc, j'y ai mis beaucoup voilà, des thèmes, en tout cas, que j'avais envie de développer, de cette recherche, de l'amour, et puis aussi de la mémoire, aussi de ce qu'on fait, de quelle place on a aujourd'hui quand on est une femme d'une quarantaine d'années, quelle place on veut donner à notre mémoire collective. Et c'est aussi ça que je raconte, l'histoire d'une famille, et puis de ce que nos ancêtres aussi nous transmettent. Alors, premier roman, comment on passe de deux énormes biographies? Alors, je vais le montrer parce que je pense que tout le monde les connaît, mais on va quand même remontrer Simone Éternelle Rebelle, qui était parue chez Fayard et qui est désormais en format poche chez Point. Voilà, je ne sais pas si on le voit. Oui, oui, on le voit très bien. Voilà. Et la deuxième biographie qui est sur Romy, Une longue nuit. C'est quoi le titre exact? Je sais Une plus. longue nuit de silence. Ah, c'est ça. Qui est Ouais. paru aussi chez Fayard et qui est désormais chez Pluriel. Comment on passe de biographie à roman? Tu as eu vraiment. Alors, moi, je te l'avais dit, on sentait Ouais. déjà que dans cette deuxième biographie, on se dit, ça y est, elle y va. Elle va aller dans le roman. C'était quoi? C'était un appel? C'était fort? Tu avais une envie. C'est vrai que je m'en suis pas forcément rendu compte et je n'avais pas du tout prévu d'écrire un roman. Pour moi, le roman, c'est vraiment l'écriture ultime. Lors de salons, l'écriture de ces biographies, j'ai rencontré beaucoup d'auteurs, d'écrivains, de romanciers et j'étais assez en admiration devant ce qu'ils faisaient. Et pour moi, écrire un roman, c'était vraiment de l'ordre de l'impossible. C'était l'écriture ultime. Donc, je ne m'étais pas fixé du tout ça en tête. Et puis d'ailleurs, je me disais, mais comment on écrit un roman? Je voyais ceux qui faisaient des tableaux Excel de personnages, de chapitres, en disant chapitre 1, l'action, enfin, on plante le décor, chapitre 2, un personnage intervient, et ça me paraissait très compliqué. Et en fait, je n'avais pas du tout ça en tête. Mais simplement, je pense que c'est vrai que ce roman a germé en moi, en fait, depuis le tout début, le tout premier livre sur Simone Veil. Parce que pour la petite anecdote, en fait, ce que j'ai oublié de dire aussi avec ce roman, c'est que c'est très inspiré de quelqu'un de ma famille, en fait, d'un ancêtre. Et le soldat de la Seconde Guerre mondiale, André, est vraiment très inspiré d'un soldat de ma famille. Et donc, tout remonte en fait à mes recherches sur Simone Veil lorsque je me suis rendue pour mon travail de biographe, en tout cas au mémorial de la Shoah. Il y a aux archives du mémorial une boîte qui correspond à Simone Veil dans laquelle, et c'est très émouvant, il y a encore des tickets que sa mère a laissés en arrivant à Drancy, les tickets de loyer, il y a des objets, donc c'était quand même un moment fort de découvrir tout ça. Et lorsque je suis sortie du mémorial, je suis tombée, il y a évidemment le mur des noms et il y a le mur des justes.
Et sur le mur des Justes, j'ai vu le nom de mon aïeul, André Chave, qui a sauvé des Juifs pendant la guerre en Ardèche, qui était un paysan ardéchois. Et voilà, il est noté sur ce mur des Justes, parce qu'il y a à peu près 4 à 5 000 personnes aujourd'hui en France qui ont été nommées justes parmi les nations. Et ça évolue de jour en jour presque, hein, j'ai envie de dire. De temps en temps, voilà, il y a énormément de familles qui ont été sauvées, qui veulent rendre hommage à celui à qui ils doivent la vie. Et donc, il y a toute une procédure et d'ailleurs des cérémonies. Et je vois le nom de mon aïeul. Donc, j'ai appelé ma mère en sortant du mémorial en lui disant, mais il y a le nom d'André sur le mur des Justes. Moi, c'est quelqu'un que j'ai connu puisque j'étais petite quand il est décédé, mais je ne connaissais pas son histoire. Et c'est vrai que j'ai voulu aller un peu plus loin dans cette quête, dans ces recherches. Et finalement, l'histoire de cet homme était tellement romanesque que je ne la voyais pas autrement que sous forme de roman. Et petit à petit, je pense que cette histoire a germé en moi avec ces personnages qui, moi, me tiennent à cœur, c'est-à-dire de compagnons de guerre. J'ai inventé un personnage qui est son ami, qui va le suivre. Aussi, ces personnages de femmes qui attendent les soldats qui partent à la guerre, que ce soit aujourd'hui ou dans le passé. C'est vraiment des personnages qui m'intéressaient. Et je pense que voilà, l'idée a germé comme ça en moi. Et un jour, j'ai vu ce film de façon très cinématographique. Je dis film parce que je l'ai vraiment vu sous forme d'image. Vraiment, j'avais l'impression de voir ce film aux trois quarts, j'ai envie de dire. Je n'avais pas la fin. Alors moi, ce que je trouve troublant, c'est que bon, quand on travaille sur des biographies, il y a des temporalités. Là, il y en a deux. Donc j'ai envie de dire que c'est comme une continuité. En fait, finalement, ce roman, il découle. Donc ça, je pense que c'était très facile pour toi. Pourquoi, une question comme ça, au début du roman, Salomé est à Carthage? On aurait imaginé que Salomé aurait été à Beyrouth. Pourquoi avoir... C'était pas tomber dans le piège, on se dit, ah, on va me dire, ah, c'était trop facile, c'est le Liban, parce que tu as un lien très fort avec le Liban. Mais pourquoi ce choix de Carthage? Ouais, je ne sais pas comment les choses viennent. C'est incroyable. Bon, j'avais l'idée de cette grenade qui représentait à la fois le fruit et l'arme. C'est vraiment un fruit justement à double sens et à double symbolique. Et c'est vrai que la grenade est l'emblème aussi de la Tunisie. Et j'aimais l'idée en fait d'être sur un site antique aussi. C'est-à-dire que c'est à la fois une histoire très contemporaine au début. Il y a ce soldat américain qui est un peu plus jeune qu'elle, qui va partir en Afghanistan, mais qui est très contemporain, hein. C'est un jeune d'aujourd'hui, elle aussi. Donc c'est une histoire, un coup de foudre, comme il en arrive assez souvent dans des belles histoires d'amour, on va dire. Et je trouvais intéressant, mais je l'ai fait de façon très inconsciente, hein, de planter ce décor d'abord de façon très solaire. Je voulais un paysage très chaud parce que le livre, forcément, va aller vers quelque chose d'un peu plus noir avec la guerre, etc. Donc, je voulais pas que le livre aussi soit quelque chose de trop noir ou trop sombre. Donc, il y avait ce coup de foudre en plein été, quand les corps se dénudent un peu, quand il fait chaud. Voilà, quelque chose de très sensuel aussi. Et que ce soit quand même dans un lieu où l'histoire est forte. Et à Carthage, voilà, il y a quand même le poids de l'histoire avec ses ruines. Donc, dans ma tête, voilà, je me disais que cette histoire ne pouvait que commencer dans ces lieux. C'est vrai que le fil rouge de la grenade, qui au début est un fruit, qui au milieu devient une arme et qui à la fin redevient un fruit, ça j'ai trouvé ça magique parce que finalement, on se dit, mais tiens, elle nous parle d'une grenade, mais pourquoi on se pose un peu la question, puis après, c'est tout à fait logique. Comme je me suis penchée, alors moi qui aime bien les détails, donc Andrew, le soldat américain, Ouais. et André. Donc on sait bien que Andrew et André, c'est la même chose. Et si ma mémoire de grec, c'est Andros, c'est courageux, est-ce que c'était voulu aussi d'avoir les deux prénoms qui se répondent comme ça? Oui, alors c'est vrai que tu parlais un petit peu de ces histoires entremêlées avec deux époques. Moi, je trouve que je me suis un peu compliqué la tâche parce qu'au départ, de mélanger ces deux époques avec tous ces liens entre les chapitres, j'avais peur de ne pas y arriver. En fait, au départ, moi, pour qui c'était le premier roman, je me suis dit, oh là, je me complique vraiment la tête parce que je voulais qu'il y ait vraiment une sorte de miroir entre ces deux personnages, effectivement, Andrew, André, et à chaque fois, les chapitres se correspondent, en fait. Donc, c'était un peu la complexité pour moi de cette écriture. Mais c'est ce qui m'a plu aussi, de tisser quelque chose comme ça. Et c'est vrai que, oui, les symboliques sont fortes. Donc, j'ai essayé de... Après, Andrew, j'ai pas fait exprès. C'est vrai qu'après, je me suis rendu compte de cette notion de Et oui, courage. Mais mon ancêtre s'appelait André, donc je n'ai pas voulu changer son prénom. Alors, voilà, j'ai donné à l'américain le prénom d'Andrew. J'ai quand même vérifié si au Texas, de là où il est originaire, en fait, le prénom d'Andrew existait effectivement. Et voilà, donc j'ai poussé un peu loin comme ça ces jeux de miroir et de correspondance entre les époques et les symboles. Ouais. ça représente quoi la mémoire pour toi, Sarah?
puisqu'il est question de mémoire dans beaucoup de mémoires. Oui, 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 oui. Pour moi, c'est quelque chose d'important parce que depuis que j'ai commencé à travailler sur Simone Veil, je me suis rendu compte à quel point, en tant que journaliste et aussi en tant qu'écrivain, j'avais envie quand même de transmettre aussi quelque chose. Et pour moi, ce poids de la mémoire est très important parce que je me suis rendu compte aussi à quel point les jeunes générations, enfin, la jeune génération ne connaissait pas forcément l'histoire de Simone Veil. Je l'ai vu à travers le personnage de Simone Veil, mais même de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on transmet et de tout ce qu'on a vécu dans le passé. Et la guerre en Ukraine, en plus, aujourd'hui, a fait écho, même si le livre était déjà terminé quand la guerre en Ukraine a commencé, mais ces thèmes-là du poids du passé, à quel point le passé aussi nous constitue et change aussi notre présent. On se rend bien compte que dans les décisions qu'on prend, dans les histoires familiales, le poids du passé est toujours important. Et je le vois là avec les rencontres. Dans toutes les familles, il y a des histoires de guerre, des histoires de transmission, des histoires de femmes, des histoires de destin comme ça qui ont basculé. Et c'est quelque chose moi, que je trouve inépuisable. Alors c'est vrai qu'il y a cette dimension romanesque qui me plaît beaucoup, mais à travers ça, il y a aussi quand même cette sorte de devoir aussi que j'ai vu avec Simone Veil, de devoir, c'est un peu fort de dire ce devoir de mémoire, mais en tout cas de transmettre la mémoire de nos ancêtres et de se dire que rien n'est jamais acquis. Et on le voit aussi là avec l'avortement, avec Simone Veil et de cette histoire de droit des femmes. C'est important aussi de rappeler en fait ce que nos ancêtres ont fait, les luttes qui ont été menées, cette résistance de nos ancêtres. Je trouve que voilà, pour moi, c'est des thèmes essentiels et j'ai envie de transmettre ça aussi à la jeune génération. Quelque chose moi, qui m'a interpellée, je trouvais très intéressant, voire brillant, c'est quand tu nous expliques, à travers cette histoire, l'influence du temps sur nous. Ça, c'est quand même quelque chose, on ne se rend pas compte, je crois. Mais c'est vrai que là, quand on lit bien ton roman, on se dit, ah, c'est vrai que le temps, il influe beaucoup sur Oui, oui, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas fait de façon consciente, mais c'est vrai aussi, en travaillant encore une fois sur Simone Veil, j'ai vu à quel point, en fait, il y a des secrets aussi de famille, il y a des histoires qu'on ne dévoile pas, et il faut quelquefois 2, 3 générations pour qu'on s'en parle. Les enfants de Simone Veil m'ont toujours raconté qu'elle-même ne leur avait rien dit, mais elle a plutôt transmis cette histoire-là à la génération suivante. C'est les petites filles de Simone Veil qui ont osé poser des questions aussi, peut-être, mais en tout cas, Simone Veil était prête à ce moment-là, je pense, voilà, deuxième génération, à transmettre cette histoire-là parce qu'il y a des non-dits, il y a des blessures trop fortes. Et je crois que là, c'est aussi ce que j'ai essayé de montrer, que voilà, il y a des choses qui ressortent un peu plus tard. Cette journaliste, Salomé, pose énormément de questions à sa mère. Sa mère ne sait pas grand-chose finalement de son parrain parce que ce soldat français, ce soldat André, qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a fait des choses héroïques alors que c'était un héros ordinaire, donc moi je voulais aussi lui rendre hommage, eh bien cette journaliste se rend compte à quel point sa mère ne sait pas grand-chose en fait de l'histoire de son parrain. Elle l'a croisé, elle l'a connu, elle ne lui a pas posé de questions, elle n'a pas osé. Lui, en même temps, ne disait pas grand-chose. Cette génération-là qui a fait des choses plus ou moins héroïques. Après, on ne sait pas ce qu'on fait aussi. Ce qui m'a importé aussi, parce que j'adore raconter les destins, c'est on ne sait pas quelle décision on aurait prise, nous, à tel moment. Et on se rend compte que le destin se joue aussi à pas grand-chose. Pourquoi, à ce moment-là, il décide de trouver une cachette alors qu'il risque sa vie pour sauver des Juifs? Peut-être que quelques jours plus tard, il aurait pris une autre décision, on ne sait pas. Et à la fois le temps, les circonstances font qu'on prend voilà, des chemins différents, mais ça influe sur des générations suivantes. Alors justement, ce personnage d'André, c'est la performance de ce roman. Comment on peut se mettre dans la tête de quelqu'un qui devient soldat, qui est à la guerre et qui... Comment tu as fait? Ça a été compliqué? Il t'a posé un problème, ce personnage? Ou ça a été... Finalement, tu as endossé tu t'es dit, ah, ça y est, je suis André et j'y vais, quoi. Alors, il y a 2 petites choses voilà, que je voulais raconter. C'est une très bonne question parce que j'ai pas eu de mal à raconter cette époque de la guerre parce que c'est vrai que depuis Simone Veil aussi, moi, je suis allée à Auschwitz, j'ai beaucoup travaillé sur les camps, sur la résistance aussi, sur l'enfermement, sur ce qu'on ressent à travers les témoignages que j'ai pu obtenir, sur ce qu'on ressent de l'enfermement, de la privation de liberté. Voilà, c'est des choses qui me touchent beaucoup et que j'ai essayé de retranscrire. Simplement, c'est vrai que j'avais créé, moi, lors de mon premier jet, une sorte de distance avec ce personnage. Déjà parce que c'était quelqu'un de ma famille, je ne me sentais pas du tout me mettre à sa place. Il y avait une sorte de respect. Mais du coup, j'avais une distance qui était peut-être un peu importante. Je disais il, quoi. Je l'avais mis à la 3e personne. Ouais. Et puis, ça, c'est une petite anecdote que je dévoile. Et lorsque j'ai rendu mon manuscrit, la présidente, la directrice des éditions Fayard, Sophie de Closet, m'a proposé, elle m'a dit la structure, ça va, il n'y a rien à changer. Alors j'étais contente parce que c'était tellement entremêlé que j'avais très peur de ce travail de réécriture. Elle m'a dit par contre, pour le personnage d'André, est-ce que tu peux essayer de le mettre à la première personne, de te mettre dans les pas d'André, dans sa peau
ce qui permettrait peut-être de créer un peu plus de relief entre les deux histoires, parce qu'il y a l'histoire de Salomé, elle, etc. Et peut-être qu'avec le jeu d'André, voilà, il y aurait un peu plus de relief entre ces deux histoires. Sinon, ce sera vraiment deux histoires en parallèle, un peu distantes. J'étais pas tellement pour, et puis elle m'a proposé de le faire sur 2 premiers chapitres. Elle m'a dit essaie. Mais c'est vrai que j'avais une appréhension parce que je me sentais pas j'avais peur de me mettre dans ces pages. Je me suis dit, est-ce que je ne trahis pas ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, etc. Et puis j'ai commencé et je me suis un peu libérée aussi de cette responsabilité. Et finalement, au cours de l'écriture, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé ça encore plus fort, justement, de lui faire ressentir les choses et d'être au plus près du lecteur, en fait. Mais c'était un travail, si on ne m'avait pas poussé à le faire, je ne l'aurais pas fait de moi-même. Elle a eu raison, j'ai envie de dire, parce que ça apporte beaucoup. En plus, c'est la partie la plus romanesque et fictionnelle du livre. Exactement. Ouais. Particulièrement réussi. Il y a aussi quelque chose qui est très important en ce moment, c'est la photo, la place de la photo. Et il y a une phrase au tout début du livre où tu dis la photo n'a qu'un but, c'est fixer un instant, et mais en fait, ça le fait revivre infiniment. La photo, tu fais de la photo toi ou pas du tout? Très peu, enfin pas très peu, mais j'aime bien les photos, oui. Par contre, j'aime beaucoup les expositions de photos, les grands photographes, notamment les photographes de guerre aussi. J'ai beaucoup de livres chez moi de grands photographes. Oui, j'aime beaucoup leur regard sur la société, sur l'histoire et sur les êtres aussi, enfin, même sur des personnes anonymes. Comme Cartier-Bresson, comme Depardon, c'est des photographes que j'admire énormément. Donc oui, j'ai quand même cette culture-là depuis longtemps, mais en tant que consommatrice, hein, de photos. Mais moi, j'en prends un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que moi, qui au départ ne vient pas de l'image du tout, parce que je viens plutôt de la presse écrite, de la radio, etc. Et je suis venue à la télévision un peu plus tard. Les chemins de vie ont fait que voilà, je suis maintenant à la télévision. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment vu ce livre de façon cinématographique. Et là, l'image avait pour moi vraiment un sens. Et je voyais devant mes yeux vraiment ces personnages évoluer. Ce qui est d'ailleurs assez drôle parce que quand j'interrogeais des écrivains, certains me disaient mes personnages m'échappent, etc. Alors je rigolais toujours en disant un peu, bon, c'est peut-être un peu ridicule les personnages qui vivent leur vie comme ça. Pour moi, je me disais, mais ça m'arrivera jamais, n'importe quoi. Mais pas du tout. En fait, moi-même, je me suis fait prendre à mon propre jeu parce que j'avais les 3 quarts du livre vraiment dans la tête. Et puis, et c'est ce qui me fait le plus plaisir quand certains me disent on ne sait pas comment ça va se terminer parce que moi-même je ne connaissais pas la fin. Et en fait, la fin s'est imposée d'elle-même. Les personnages ont un peu vécu leur vie, enfin, ont fait leur. Voilà, je ne savais pas du tout comment ça allait se terminer. Mais c'est vrai que l'image, oui, cette photo d'une époque, d'être certainement que j'ai vu sur des photos, m'a beaucoup influencée et inspirée aussi. Je voudrais qu'on revienne sur le personnage d'Andrew. Andrew est un soldat, il va être blessé et à la fin, tu évoques l'hôpital Percy. Est-ce que Mm. toi, tu es allé rencontrer, alors je sais qu'à l'époque du 14 juillet, il y a aussi des reportages, je te dis parce que comme tu travailles à France Oui, Télévisions, on va à Percy et j'avais beaucoup discuté avec Karine Thuil quand elle avait écrit L'Insouciance. Elle bien était sûr. allée à Percy et ça l'avait beaucoup marqué et on en avait parlé longuement. Est-ce que toi, tu es allé à Percy discuter avec des soldats pour retranscrire au mieux les souffrances et l'accident les blessures d'Andrew? Oui, exactement. Et ça m'a aussi beaucoup marqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé à écrire le livre. Quand j'écrivais, on était en pleine période de Covid, donc je ne pouvais pas y aller tout de suite. Je n'avais pas fait la demande. En fait, je repoussais, je pense, un peu inconsciemment. Et il se trouve que par mon travail avec Laurent Delahousse a été amené l'année dernière pour le 14 juillet à aller à Percy. Je n'ai pas pu y aller, je n'ai pas pu l'accompagner pour des raisons sanitaires. Mais par contre, je suis allée avec lui le 14 juillet devant la tribune présidentielle. On a retrouvé 2 soldats qui l'avaient suivi et qui étaient interrogés à Percy. J'avais été très touchée par un jeune homme, le soldat Suleiman, qui était en fauteuil roulant et qui voyait en fait ses copains passer en avion au-dessus de sa tête. C'était quand même très émouvant. Et surtout, il y avait près de lui sa petite copine qui était là avant l'accident et qui était toujours là après. Et donc, j'avais regardé beaucoup de reportages, j'avais suivi ses témoignages, etc. J'ai écrit le livre et puis j'ai quand même un jour fait la demande pour aller à Percy. Et j'ai eu un coup de fil 5 minutes après mon mail du directeur de l'hôpital Percy qui me disait, voilà, j'ai le Covid, je suis chez moi, il y a d'habitude 3 mois, 4 mois d'attente. J'ai vu votre mail.
venez dans une semaine à Percy. Et c'était très touchant parce que le général, donc Macarez, qui est le patron de Percy, m'a accompagnée pendant une journée. Il m'a fait visiter tout Percy. On est allé à la rencontre des soldats, surtout dans le service réanimation qui m'a beaucoup touchée et beaucoup émue. Et aussi dans le service voilà, de rééducation, de réadaptation, l'appartement où ils sont là pendant un temps avant de regagner leur quotidien, parce qu'il faut les préparer à retourner dans leur quotidien, les familles, etc. Et je lui disais sans arrêt, mais en général, c'est pour un roman. Hein, et il me disait, non, c'est important, etc. Et j'étais très, très touchée par tous ces témoignages de soldats que j'ai rencontrés. Et voilà, j'ai retravaillé ensuite ce que j'avais commencé à écrire avec cette expérience-là, parce que tout bêtement, il y a évidemment des témoignages forts qui m'ont inspirée. Et ne serait-ce que les bruits. Quand je suis allée dans le service réanimation, il y a quelque chose que je n'avais pas du tout mesuré, c'est le bruit des alarmes qui sonnent sans cesse. Et je me dis, mais comment font les infirmiers pour travailler dans ce service où ça sonne sans arrêt? Parce qu'il y a les masques à oxygène, il y a l'oxygène qu'il faut réapprovisionner, etc. Et c'est des alarmes qui sonnent dans tous les sens, tout le temps, tout le temps. Et évidemment, de voir ces témoignages, mais de voir l'image de ces jeunes de 20 ans qui sont allongés dans le coma, c'est quelque chose dont je me souviendrai à vie. Et voilà, ça permet de relativiser. Et surtout, moi, ça m'a permis aussi de faire le lien avec mon ancêtre et de me dire, qu'est-ce qui pousse ces jeunes quand on a 20 ans, que ce soit en 1943 ou 1939-40 ou aujourd'hui, ou ceux qui partent en Ukraine, qu'est-ce qui pousse ces jeunes à embrasser un idéal, à se battre pour leur pays et à risquer leur vie pour ça? Et je me mettais à la place aussi de ces jeunes femmes, comme dans mon roman, qui attendent leur mari, leur fiancé pendant des années, qui le retrouvent blessé, mort. Et ça, voilà, c'est quelque chose vraiment que je voulais faire passer dans le livre. C'est très réussi. Il y a plein de choses qui sont réussies. Donc, amis lecteurs, je vous engage à aller en librairie chercher. Est-ce que l'écriture de ce premier roman t'a donné envie d'aller en écrire un deuxième? Ou tu as envie de revenir sur la biographie? Je ne sais pas, je me laisse là, c'est vrai que je le porte parce que voilà, là il vient de sortir et que je suis contente de le porter, mais par contre, c'est vrai que le fait de travailler des personnages, l'imagination se met en route et je vois que déjà des idées, des personnages, des petites scènes arrivent dans ma tête, c'est même un peu troublant et je me dis, voilà, je pense qu'une fois qu'on a commencé, c'est difficile de s'arrêter. Après, il faut qu'une histoire s'impose à soi, comme là, l'histoire s'est vraiment imposée d'elle-même, j'avais vraiment pas prévu d'écrire un roman. Mais ça donne envie voilà, de tirer des fils, de raconter quelque chose. Et je me rends compte à quel point la fiction permet cette liberté voilà, c'est très différent de la biographie, mais de raconter une histoire avec une liberté totale et de faire passer plein de messages et plein d'histoires, et puis des histoires humaines comme ça. Moi, ces destins-là me fascinent. Donc, ouais, je suis très contente. Alors, c'est dans ce roman, il y a une histoire d'amitié, une histoire d'amour, l'histoire de mémoire, on va dire. Et il y a aussi cette notion d'attente. Tu l'as évoqué tout à l'heure, mais dans les deux temporalités, il y a de l'attente. Hein, parce qu'il y a aussi Oui, elle a une attente. elle attend cette femme. Ouais. Ouais. L'attente, c'est quelque chose qui te pèse, toi, personnellement, ou pas du tout? Non, mais je suis très touchée là quand j'entends des histoires, même dans ma famille, de femmes de soldats qui ont attendu 5 ans que leur fiancé revienne de la guerre sans avoir aucune nouvelle pendant des années. Et je me dis, cette temporalité-là dont tu parlais aussi, aujourd'hui où on est avec les réseaux sociaux, on a des nouvelles sans cesse, etc. Mais ce temps, on a oublié à quel point, quelquefois, des femmes attendaient pendant 1 an des nouvelles de leur mari ou de leur fiancé sans rien savoir, quoi. Et je trouve ça très beau. Et aujourd'hui, voilà, c'est à mettre en parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui. C'était intéressant de retrouver cette temporalité-là. Mais c'est vrai que quelqu'un me disait l'autre jour que c'était des histoires d'amour empêché. Je m'en étais pas vraiment rendu compte. Oui, ben oui, oui, oui. Ben oui. Mais c'est vrai que peut-être je vois l'amour un peu comme un idéal comme ça de grandes histoires. Et voilà, je ne sais pas, j'ai pas du tout fait exprès. Mais on parlait tout à l'heure des blessures aussi. Et ce que je voulais rajouter, c'est que ce qui m'a plu aussi dans ce roman, ce que je voulais faire passer aussi comme message, c'est qu'il y a toutes ces blessures, effectivement physiques, etc. Mais que ce soit les femmes qui attendent, que ce soit ces soldats qui partent comme ça pour un idéal de guerre, pour sauver leur pays, et qui reviennent avec des blessures aussi qu'on ne voit pas, ce stress post-traumatique aussi, là, que j'ai ressenti aussi à Percy en discutant avec les soldats. C'était quelque chose vraiment que j'avais envie d'évoquer aussi dans le roman. Tu évoques aussi à la fin quelque chose de très intéressant qui est en parallèle avec le métier que tu fais, puisque Salomé est journaliste, et elle dit que finalement, de commenter l'actualité, ça prend tout son sens, puisqu'elle est dans l'attente donc des nouvelles d'Andrew qui a été blessé sur un territoire de guerre. Pourquoi tu dis que ça prend un sens? Tu penses que ça ne prenait pas de sens avant?
Avant l'accident, c'était d'une banalité parce qu'elle fait son boulot mécaniquement. Oui, je pense que quelquefois, il y a une distance. Moi, je l'ai vécu aussi dans mon métier, c'est-à-dire qu'il y a comme une distance, c'est-à-dire qu'on vit les choses à travers un écran, à travers des images, on consomme beaucoup d'images, mais on ne fait pas quelquefois le lien avec le présent que l'on vit. C'est-à-dire que moi, il y a comme une barrière, un filtre entre ce que je ressens. Donc, quand je vois des images d'actualité, des faits, c'est pas moi, Sarah, qui ressens les choses. Je fais mon travail de journaliste et il y a une responsabilité à transmettre tout ça et c'est pareil pour les présentateurs. Simplement, au fil du temps, on se rend compte aussi à quel point, je ne sais pas si c'est l'expérience, si c'est le temps qui passe, si c'est aussi l'actualité qui est difficile, mais depuis les attentats du 13 novembre, il y a comme eu quelque chose qui s'est percuté et en fait, cette actualité-là est entrée aussi dans notre présent et a atteint nos personnes en tant qu'individus. Le 13 novembre, on a tous été en sidération devant ce qui s'est passé. Et là, c'était plus qu'on soit journaliste ou pas journaliste, même en tant que journaliste, on a été touché. Alors que je sais, peut-être parce que c'était à Paris, que c'était proche de nous, mais c'était la même chose avec le Covid aussi. Je pense qu'on a tous vécu les choses. Voilà, on était tous en état de sidération, quel que soit notre métier et quelle que soit notre position. Et c'était d'autant plus dur de raconter l'actualité à ce moment-là parce qu'on était un peu comme tous les citoyens, un peu abasourdis devant ce qui se passait et sans en savoir tellement plus que la plupart des gens, quoi. Donc oui, je pense qu'il y a aussi ça. Et cette notion-là était intéressante aussi à explorer. Je vais te poser une question qui vient d'arriver. C'est notre petit écureur national qui la pose, c'est Squiriletto. Ah, Je ne sais pas qui c'est. oui, bonjour Squiriletto. Alors, qui dit, la notion de corps est très présente. Est-ce qu'un journaliste qui travaille beaucoup sur l'humain comme toi n'est pas un peu un médecin qui observe, qui ne peut soigner, mais grâce au mot posé, peut apaiser les âmes tout en transmettant la force incroyable des blessés de la vie? Ah, c'est très beau. Bravo. Oui, et c'est vrai que dans le roman aussi, c'est vrai que je parle du corps, de Salomé aussi, qui à un moment donné oublie son corps parce qu'elle attend ce soldat Andrew et elle se préoccupe, etc. Et la sensualité qu'elle a connue avec lui a disparu puisqu'il a lui-même disparu. Et à un moment donné, avec la piscine, justement, elle prend conscience de son corps, du côté physique. Et ce côté du physique, des corps, c'était aussi les corps blessés, évidemment, et de ces blessures du stress post-traumatique qui sont physiques, évidemment, puisque on ne va pas révéler le roman, mais il y a des blessures corporelles et des blessures aussi psychologiques. Et c'est pour ça qu'à un moment donné aussi, Salomé exprime des choses par son corps. C'est vrai que Squariletto a raison, le corps, pour moi aussi, permet d'exprimer des choses qu'on ne ressent pas forcément, ou en tout cas le corps exprime des choses sans qu'on s'en rende compte, ce qu'elle ne peut pas exprimer par la voix, par l'écrit, son corps finalement le dit à sa place, et c'est pour la raison pour laquelle à un moment donné elle a un petit peu mal de partout et qu'elle va voir quelqu'un pour justement apaiser un petit peu des blessures physiques qui se manifestent. En tout cas, il est très solaire, ton roman. Je trouve que. Alors, c'est vrai qu'on a cette entrée à Carthage où il y a le soleil, mais je trouve qu'il n'y a pas. Même s'il y a des zones d'ombre, il y a de la profondeur, il y a de la réflexion, je trouve qu'il y a quand même une notion de roman solaire. On est bien dans ce roman. Je sais pas, tu as une Ah, écriture. merci parce que j'avais très peur que quand je Non. dis que c'est un roman sur l'amour, la guerre, j'avais très peur que les gens se disent oh là là, non, pas encore la guerre avec ce qu'on vit, l'Ukraine, etc. J'avais peur voilà, de raconter quelque chose de ça, mais il y a quand même de l'espoir et au contraire, c'est aussi un hommage à des gens qui se battent aussi. Donc ça donne de l'espoir, j'espère. Oui, merci alors. Je suis Non, contente. mais même côté André, c'est lumineux parce qu'il y a de l'espoir, il y a cette histoire d'amitié qui est belle. Ouais, ouais. Le sombre est lumineux, c'est un oxymore, mais voilà quoi. Donc, Bon, ben, alors, merci. il y a Marc qui voudrait savoir comment tu écris. Si tu écris le matin, la nuit, par période, à heure fixe, comment. Bah, alors, avec ton métier, j'imagine que ça ne doit pas être. Ouais, c'est déjà pas très facile. J'écris plutôt le soir, moi, plutôt le soir et la nuit, ouais, que le matin tôt. Mais quelquefois, bon, je peux me réveiller très tôt, à 5 heures du matin, pour écrire. Il n'y a pas vraiment de règles. Et en fait, c'est plutôt je ne sais pas comment font les autres écrivains, mais l'histoire s'impose. Et c'est vrai que c'est une discipline. Je crois que c'est Nicolas Mathieu qui avait dit un jour, et ça m'avait beaucoup marqué, en disant que l'écriture, c'est 90% de discipline. Au départ, j'avais été un peu choquée quand il a dit ça. Je me suis dit, ah bon? Et en fait, il a complètement raison. C'est-à-dire que c'est un muscle aussi. Voilà, le cerveau, on se met en mouvement. Et en fait, quand on commence à écrire, après, voilà, c'est une sorte oui, de mécanique qui fait que la suite du roman arrive après et s'impose d'elle-même. Donc, il faut commencer ce travail. Si on ne s'y met pas, bien sûr que les choses ne viendront pas. Mais je suis jamais restée devant un écran en me disant, bon, qu'est-ce que je vais écrire, etc. Non, c'est plutôt les mots viennent, les phrases viennent et je dois absolument vite me mettre sur un ordinateur. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. Hein. Le roman est tout le temps en train de s'écrire, en fait, j'ai envie de dire. Et si je pouvais écrire tous les jours, j'aimerais écrire tous les jours parce que on reste dans le roman. Moi, quand je fais des moments de pause, c'est très dur pour moi parce que dès qu'on s'arrête, et je me dis quelquefois, mais mince, là, je m'arrête.
C'est-à-dire que je vais peut-être rater des scènes qui seraient arrivées d'elles-mêmes le lendemain, etc. Je vais peut-être les rater et écrire autre chose. C'est ça qui est assez magique aussi avec l'écriture. C'est que je me dis, je ne sais pas, au moment où j'écris, peut-être que si j'avais écrit le lendemain ou la veille, j'aurais écrit autre chose. Et je trouve ça assez fascinant. Si tu veux bien, on va accueillir notre invité surprise, qui n'est pas si surprise que ça, mais qui est Oui, aussi auteur, qui était blogueur, qui est devenu auteur. J'aimerais bien que Monsieur Nicolas Houquet nous rejoigne. Je sais qu'il n'a pas lu ton livre, mais est-ce que Nicolas voudrait réagir à ce qu'on vient de dire sur le roman Les Pépins de Grenade? Bonsoir Nicolas. Bonsoir. bonsoir. Ce qui me fascine en fait, c'est la mémoire entre les générations et à quel point les destins de la guerre comme ça peuvent affleurer dans notre réalité, dans notre présent, à quel point ils sont proches, y compris dans notre histoire familiale, y compris dans les infos dont on est saturé en ce moment, et à quel point l'histoire est finalement un éternel retour des mêmes problématiques, puisque là, ce que vous disiez sur la Seconde Guerre mondiale, ça peut très bien être transposé sur l'Ukraine, ça peut très bien être transposé sur tout ça. Et l'histoire, c'est une mémoire qui est jamais en paix, en fait. Et c'est ce que j'ai retiré de votre échange. Ah, c'est très beau, c'est exactement ça, ouais. Vous l'avez très bien dit. Est-ce que tu as une autre question précise à poser à Sarah avant qu'on discute des livres que tu vas nous présenter? Mais en fait, je me disais, quel effet ça fait de se plonger dans une autre époque comme ça? Comment vous avez fait pour vous immerger vraiment dans cet univers-là? Parce que c'est quelque chose qui demande un investissement et vous travaillez le jour, enfin vous... Et donc, vous parliez de la discipline de l'écriture, et c'est une discipline d'immersion aussi et d'incarnation. Comment vous avez géré tout ça? Je ne sais pas, mais c'est vrai que si j'ai choisi cette histoire-là pour le premier roman, c'est parce que c'est quelque chose, je pense, que j'ai vraiment en moi depuis très longtemps. Cette histoire, la Seconde Guerre mondiale, c'est une période, je ne sais pas pourquoi, qui me fascine depuis très longtemps. Mais ce qui me fascine aussi, c'est de me dire, en plus, moi, je m'appelle Sarah, je porte un prénom hébraïque alors que je ne suis pas du tout juive. Et je suis fascinée depuis l'histoire d'Anne Frank voilà, jusqu'au film Nuit et brouillard. Et je me dis, si j'ai raconté cette histoire-là, c'est pareil, j'ai l'impression que je me sens dépositaire aussi d'une sorte de mémoire et familiale et autres. Je ne sais pas pourquoi cette période me fascine et pourquoi elle me plaît. Donc, ça fait longtemps que je suis un petit peu en immersion aussi dedans et ça a été assez facile finalement de se plonger dans les pas de cet aïeul et ça m'a beaucoup plu. Ouais, ça m'a beaucoup plu. Mais en même temps, je raconte, puisqu'il était un petit paysan en Ardèche, c'est vrai que c'est une région que je connais très bien puisque je suis originaire d'Ardèche forcément. Et ce qui m'a beaucoup troublée, c'est que l'Ardèche que je raconte, alors qu'on est en pleine Seconde Guerre mondiale, et après aussi l'Ardèche aujourd'hui, parce que cette journaliste retourne évidemment en Ardèche sur les pas de cet aïeul aussi. Et là, je suis retournée en Ardèche début mai chez moi, et pour porter un peu le livre aussi dans cette région d'où il était originaire. Et je me promenais, j'étais en voiture, et je traversais comme ça des paysages sur des kilomètres où il n'y a personne, à des kilomètres à la ronde. Et je me disais, mais ce qui est fou aussi dans ce département, un peu reculé, très rural, c'est vraiment mes racines. Et je me disais, ce qui est fou, c'est que là, je suis en train de marcher aussi sur les pas de cet aïeul. Et ces paysages, j'ai l'impression n'ont pas changé depuis 1943. Les vallées, les petits parapets de pierre et tout ça, ça n'a pas bougé, quoi. Donc, c'était, voilà, le passé et le présent, là, étaient vraiment un peu en fusion et c'était émouvant, ouais. Mm. Alors, on a fait venir Nicolas parce qu'on aimerait bien qu'il nous fasse il va nous parler de 2 livres pour l'été, Super. puisque là, on va partir en vacances. Alors, peut-être que tu les as pas lus, ou peut-être que tu les as lus. Alors, Nicolas, je vais te laisser œuvrer, je vais te laisser faire, et puis moi, j'ai aussi quelques conseils à la fin, après toi. Alors donc, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour un livre plus tôt dans l'année. Et c'est toujours délicat de recevoir le livre de quelqu'un qu'on connaît. On risque toujours une déception énorme, on risque toujours de ne pas s'y retrouver, de ne pas savoir comment le dire. Et il arrive de temps en temps des petits miracles où quelqu'un qu'on connaît nous impressionne totalement et nous colle au plafond. Et c'est une dimension qu'on ignorait chez cette personne-là, donc je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est L'homme que je ne devais pas aimer de Agathe Rugat, qui est paru il y a quelques mois chez Flammarion. Et, euh, et ça a l'air d'une petite histoire de passion amoureuse, comme ça, une mère de famille bien sous tout rapport, avec 3 beaux enfants, un mari parfait, qui tombe amoureux d'un barman de 10 ans, son cadet. Et donc,
moi, voyant le pitch, je me dis, ça va pas être pour moi, ça va être encore une histoire à la Madame Bovary, comme on en a vu 500 000, enfin bon. Et donc, je commence le livre et ça me prend à la gorge parce que c'est un livre sur les faux semblants. C'est un livre qui contredit toutes les évidences, c'est-à-dire que cette femme est belle, cette femme a tout ce qu'on a pour être heureux, enfin vraiment, c'est le bonheur cliché absolu. Et d'un seul coup, son monde s'écroule quand elle fait la rencontre de ce jeune homme qui, elle vient d'accoucher et qui, d'un seul coup, elle qui était devenue mère et uniquement mère, se voir regardée comme une femme et une belle femme séduisante, etc. Et ça nous dit beaucoup sur ce qu'est la condition de la femme, sur ce qu'est la condition d'une mère aussi. Une mère n'est plus regardée comme une femme quelque part. Et d'un seul coup, ce jeune homme la regarde comme une femme séduisante et tout ça, et ça écroule son monde. Ça écroule ses références, ça écroule tout ce qu'elle croyait savoir d'elle-même et tout ce qui devait durer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et on s'aperçoit que cette belle femme avait été délaissée par son mari, avait des tourments qu'elle avait étouffés. Et en fait, ce qu'il y a de plus touchant et de plus lucide dans ce bouquin, c'est que ça nous raconte à quel point une histoire d'amour, quand on tombe amoureux de quelqu'un, c'est parce qu'il nous rappelle des échos des gens qu'on a connus. Donc ça peut être la trace de notre père, ça peut être la trace des amis de sa mère quand elle était enfant, auxquels elle s'attachait, ses beaux-pères qui passaient et la gamine, elle ne comprenait pas pourquoi ils partaient. Et cet homme qu'elle aime, il a des éléments de son grand-père, notamment dans son rapport à l'alcool et tout. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'aime jamais quelqu'un pour ce qu'il est, on aime quelqu'un pour ce qu'il nous rappelle. Et en ça, j'ai trouvé ça assez fascinant de lucidité, assez surprenant aussi de traiter l'amour comme un espèce de mal destructeur qui vous menace. Enfin, vraiment, elle parle de l'amour comme d'une maladie grave, en fait, comme d'une maladie dont on ne se relève pas et qui atomise toutes nos certitudes et tout de ce qu'on croyait être. Et c'est pas forcément un sort enviable de tomber amoureux. Et je trouve que dans nos sociétés, c'est une histoire qui n'est pas souvent racontée de cette manière-là. On est tellement conditionné par le cinéma, on nous a tellement vendu le bonheur standard dans les publicités, à la télévision, dans les séries et tout ça. Et d'un seul coup, quelqu'un qui ose cette lucidité-là, qui ose cette sincérité-là, cette honnêteté-là, moi, ça m'a complètement impressionné et j'ai découvert un style en plus qui ne trichait pas. C'est-à-dire, il y a des écrivains qui vont enrober ça, qui vont se donner le beau rôle et tout ça. Et elle, non, son héroïne, elle ne se cache pas qu'il y a des éléments d'autofiction, etc. Mais ce n'est pas l'intérêt. Il y a quelque chose qui m'énerve toujours, entre parenthèses, dans les rencontres en librairie, c'est que la première question qu'on nous pose, c'est est-ce qu'une histoire vraie? Est-ce que c'est une histoire vraie? Mais on s'en fout que ça soit une histoire vraie ou pas. Et je trouve que là, ça touche la vérité d'un être et ça m'a absolument bouleversé. Donc voilà, Agathe Ruga m'a impressionné. Et avec ce deuxième roman, elle confirme qu'elle est une autrice de première importance. Est-ce que Voilà. Sarah, tu l'as lu ce livre ou pas? Non, mais j'ai très envie de le lire cet été, justement, et il est dans ma liste des livres de l'été. C'est vrai que Donc, c'est merci, c'est une belle présentation. très surprenante cette écriture où elle casse les barrières. C'est vrai que quand si on connaît Agathe un peu sur les réseaux, on se dit elle est très belle, machin. Et là, elle casse complètement les codes, elle s'en fiche d'être dans le mauvais rôle et elle y va. Et c'est vrai que c'est assez surprenant et c'est un très bon livre. Ouais, C'est merci Nicolas. bluffant. Ouais. Ah, Et alors, merci à toi. pour le deuxième, je pense que là, on va partir complètement ailleurs. Le deuxième, attendez, je Le vais vous le soulever. montrer parce que vraiment, c'est un énorme pavé. Donc, j'étais dans une librairie la semaine dernière et j'étais arrivé en avance à un rendez-vous. Et il y avait des piles de livres de la collection La Cosmopolite de chez Stock avec le journal intégral de Virginia Woolf qui court de 1915 à 1941. Et je me mets à lire ce livre comme ça pour voir, parce que je n'avais jamais lu le journal de Virginia Woolf. Et, euh, et je me retrouve happé, mais pendant 1 heure, à lire les entrées de ce journal. Et je ne comprends pas ce qui me fascine, parce que c'est vraiment le récit du quotidien, c'est-à-dire ses problèmes avec ses domestiques, ses problèmes avec sa maison à tenir, les allées et venues de son mari qui monte sa maison d'édition et tout. Et d'un seul coup, je me dis, mais on n'a jamais eu accès au quotidien et à l'intimité d'une écrivaine de cette manière-là.
C'est-à-dire, on est dans la coulisse d'une grande écrivain. Et on voit l'écriture se former, on voit ses réflexions littéraires, on voit ce qui la fascine, ce qui l'intéresse, on voit ses amis passer. Et d'un seul coup, ça m'a fait l'effet d'un énorme voyage dans le temps, c'est-à-dire que j'ai mis mon souffle dans la respiration de Virginia Woolf. Peu à peu, son verbe avait colonisé mon monde et j'ai eu une impression d'espèce de désincarnation pour découvrir ce que ça faisait que d'être Virginia Woolf. J'ai entendu dans la dernière grande librairie, c'était hier soir, Ouais. je crois que c'était Kefelec qui disait que quand il lisait un bon livre, il devenait chacun des personnages. Et là, en lisant ce livre, je me suis vu dans Virginia Woolf. J'ai compris comment Virginia Woolf fonctionnait. Et, euh, et puis, on voit cette espèce de lucidité dévastatrice. C'est le point commun un peu des deux livres que j'ai choisis parce que c'est ce qui me touche le plus. C'est des gens qui ne trichent pas. C'est-à-dire que maintenant, la littérature, on a tendance à mettre le roman au-dessus de tout. Et là, vraiment, c'est une forme de sincérité, oui. Même quand on écrit un journal, et là, je suppose qu'elle avait dans l'idée qu'il allait le présenter un jour parce qu'il est trop bien rédigé pour que ce soit un journal où on ne parle que du temps qu'il fait, même si elle parle du temps qu'il fait en plus. C'est ça qui est très troublant. C'est aujourd'hui, il a plu, on s'est promené, c'était bien, j'ai vu telle fleur et tout ça, mais c'est tellement bien dit, c'est tellement envoûtant qu'on se retrouve dans le mouvement d'une conscience, quoi. Et c'est un livre que je passerai mon été à lire parce que il fait 1500 pages quand même, hein. C'est vraiment un truc. Mais c'est envoûtant et c'est un envoûtement que j'attendais pas. Donc voilà, je suis Virginia Woolf. Parfait. Parfait. Alors, moi, je voudrais dire que donc, mon coup de cœur, on l'aura compris, il est là. Hein, il faut le prendre en été. Et là, il est beaucoup plus slim que le tien. Donc, en voyage, ça se prend plus facilement, j'ai envie de dire. Hein. Ça ne fera pas un excédent de bagages dans les aéroports. Donc, il y a ça. Mais il ne faut pas avoir peur d'aller lire aussi les biographies de Sarah, parce que ces biographies, alors c'est de la vraie biographie, mais peut-être plus celle de Romy, on a l'impression que c'est romancé, parce que tu as une écriture qui est comme ça. Donc, il faut aller aussi acheter Simone, éternelle rebelle, et Merci Nathalie. Romy de silence. Après, moi, j'ai un deuxième, j'ai un coup de cœur pour ce livre-là. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ça s'appelle Nue propriété, et ça rejoint un peu... un peu en filigrane les pépins de Grenade, parce que bon, rien à voir hein, quand même, mais c'est Louise qui hérite d'une maison, donc c'est un héritage, une histoire de mémoire, parce que quand on hérite d'un bien, on n'hérite pas seulement des murs, on hérite de toute l'histoire de sa famille, c'est-à-dire de ses parents, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents, et parfois ça peut être très long. Et elle a une écriture qui est très mélancolique, très tendre. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, Lisa Vignoli, elle a écrit son premier roman, ça s'appelait Parlez-moi encore de lui, c'était paru chez Stock, où elle nous parlait d'un fameux monsieur qui s'appelle Jean-Michel Gravier. Je pense que personne ne le connaissait avant d'avoir lu le livre de Lisa Vignoli. Il était un peu le grand attaché de presse de toutes les stars. Voilà. Mais elle a décrit une époque qu'elle n'a jamais connue. Ça, c'était quand même la grosse performance. Et on retrouve dans cette écriture quelque chose de très... Alors, effectivement, c'est... Louise, elle ne peut pas garder... En fait, c'est une maison qui se trouve à Saint-Tropez. Autant dire que l'héritage, il y a tous les voisins qui disent, mais comment ça, elle va vendre son patrimoine, son héritage. Est-ce qu'on peut se détacher finalement de ce qu'étaient nos parents, ce qu'avaient vécu nos grands-parents? Mais vraiment, c'est un livre à lire. En plus, Saint-Tropez est vraiment décrit. Et surtout, la maison est un véritable personnage. Et on s'attache beaucoup à cette maison, où on voit, alors moi je la connais, mais ceux qui ne la connaissent pas, j'ai discuté avec plusieurs personnes qui l'ont lu, ont l'impression de connaître la maison. C'est quand même dingue. C'est vraiment incroyable. Ça s'appelle Nue propriété et c'est sorti au mois de mai chez Stock. Bien évidemment, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de cette saga qui m'a eu complètement, qui s'appelle Blackwater, de Michael McDowell, qui est décédé maintenant, mais c'est Monsieur Toussaint Louverture, un génial éditeur. Ils sont sublimes, je ne sais pas si on les voit, ils sont tous différents. Alors, c'est une saga qui se passe en Alabama, je crois qu'on est à peu près on commence en 1919, dans une ville où il y a Blackwater, c'est le nom du fleuve qui longe la ville, et il va y avoir une énorme crue. Et on va suivre la saga de la famille des Casquets. Les Casquets sont des riches propriétaires, donc ils vont subir des dégâts considérables, et il va y avoir une survivante
dans cette dévastation d'inondation, une fameuse Elinor. Donc, il va y avoir plein de choses. Elle est un peu mystérieuse parce qu'effectivement, moi, honnêtement, je ne savais pas ce que j'allais lire. Comme tout le monde, je suis comme tout le monde. Comme tous les libraires, j'ai lu le tome 1. J'ai mis 1 heure et demie pour le lire. Je me suis dit, non, il me faut la suite. Alors, chez Monsieur Toussaint Louverture, ils ont fait ça bien. Ils ont fait ça sous forme d'épisodes. Alors là, maintenant, vous êtes vernis, c'est-à-dire que vous avez les 6 d'un coup. Moi, quand j'ai lu le 1, le 2 et le 3 étaient déjà parus. Autant vous dire que j'ai couru très vite dans une librairie, j'ai acheté le 2 et le 3. Mais après, il a fallu que j'attende les dates de sortie. C'est complètement addictif. Je sais que Nicolas n'a pas commencé, mais je l'ai convaincu tout à l'heure. Sarah, je ne sais pas si tu as lu ou si tu as entendu parler de J'ai ça. vu les couvertures, parce qu'en fait, les couvertures attirent l'œil en librairie, mais là, tu me donnes très, très envie de les lire. Vraiment, alors en plus, ça prend pas de temps, mais on rentre dedans. Et alors, c'est vrai que les sagas familiales, on adore. On adore. Il y a cette saga aussi, je ne sais pas si vous la connaissez. Là, celui-là, c'est le tome 1. C'est une histoire de 2 frères qui quittent la Calabre pour aller à Palerme. Donc, ils vont réussir. Leur but, c'est de devenir les puissants de la ville. Sauf que dans toutes les familles, il y a un problème, c'est-à-dire que les 2 frères sont amoureux de la même femme. Je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser imaginer la suite. Et le tome 2 vient de sortir et ça s'appelle, le tome 2, je ne sais plus, Le Triomphe des Lions. Donc ça aussi, c'est très bien. Et j'ai un dernier conseil, parce que alors ça, c'est mon côté dark. Je vous ai sorti ce livre-là. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Anouk Schutterberg. Quand vous la voyez, elle est un peu comme ça, elle est toute tranquille, toute sage, mais elle écrit des trucs, mais atroces. Alors, dans ce livre, il est question, j'avais jamais lu ça dans un polar, hein. C'est un jeune jet-setter issu d'une famille très riche, qui est artiste, il est très doué dans sa génération, qui va partir au Japon pour apprendre une technique de tatouage, donc sur la peau, mais très violente. Ça s'appelle l'urezumi, je crois que je le prononce très mal. Donc, il va revenir et il va faire 10 œuvres sur ses maîtresses et ses amants. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf que quelques années plus tard, chez Sotheby's Paris, arrive Dippo, tanné, avec ses tatouages. Sauf que les personnes à qui appartiennent les dos, puisque ce sont des dos, ne sont pas toutes mortes. Je vais m'arrêter là, je pense imaginer la suite. Je n'avais jamais vu ça. Et quand on l'a reçu pour le salon de Karnak, quand vous voyez Anouk Schutterberg, mais franchement, je lui dis, mais comment tu fais pour écrire des horreurs pareilles alors qu'elle est toute gentille Elle m'a répondu tout simplement, ça me détend. Je lui ai dit, ah ben oui, ça c'est sûr. Voilà, donc ça s'appelle Jeu de peau et son dernier Bestial est sorti chez Plomb. Donc voilà, c'est un polar. Maintenant, je pense que Sarah, peut-être que toi, tu as des idées de lecture pour l'été. Ah oui, oui. Alors j'ai pas la couverture, elle est un peu plus loin là. Il y a un livre qui m'a beaucoup plu qui s'appelle Nage libre de Lucas Manger. Lucas est journaliste, mais il était grand reporter, etc. Et il a écrit un très très beau livre de petits chapitres sur la natation, mais sur des impressions, il y a des côtés très historiques, d'autres ou de moments où il raconte l'histoire de sa grand-mère qui en Bretagne depuis des décennies va nager 3 fois par jour à heure fixe. Donc on rentre dans une époque, dans des époques très différentes, dans des personnages. Il rend hommage aussi voilà, à des moments aussi, des piscines un peu mythiques, comme une piscine en Irak, à Bagdad, dans laquelle il nageait lorsqu'il était grand reporter. Et puis, ah ben voilà, nage libre, bravo, aussi vite que la lumière. Et donc, c'est un très, très beau livre. Moi, j'ai beaucoup aimé me plonger, sans faire de jeu de mots, mais dans ces histoires de destin parallèle, croisés en tout cas. Et c'est très, très beau. Enfin, pour l'été, en tout cas, c'est un joli livre à emporter dans sa valise. Je sais pas ce qui se passe avec les auteurs en ce moment. Ils nous parlent tous de piscine, de nage. Bizarre, hein. Ouais, je sais pas. Je crois que c'est Colombe Schneck aussi qui a sorti avec sa sœur oui, exactement, piscine, qui est assez intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires de piscine. Alors, est-ce que plus tard, on aura... Colombe Schneck, c'est un guide des piscines de Paris. Ouais, voilà. Voilà. Mais là, il y a un côté très littéraire, moi, qui m'a beaucoup touchée. Je ne m'y attendais pas du tout en me plongeant dans ces histoires. Et c'est voilà, comme des petits destins, des petites histoires très, très belles. C'est très fin. Est-ce qu'il y a un classique qui t'a marqué, toi, Sarah, que tu aurais envie de relire pendant l'été? Là, j'avais envie de lire Colette, en fait. Je me dis, il faudrait que je m'attelle que je commence Colette, mais vraiment de les lire les uns après les autres. Tout un été, c'est mon rêve, en fait. Il faudrait que j'arrête le temps et que je me replonge. J'ai lu quelques livres de Colette, mais je pense qu'au moment où je les ai lus, je n'ai pas compris forcément tout ce qu'elle voulait dire. Je pense que j'étais un peu trop jeune. Et j'ai envie aujourd'hui, avec ces destins de femmes que je raconte et ces histoires de destins de femmes entremêlées, j'ai vraiment envie de me replonger dans Colette.
C'est Il y mon a, rêve. il y a Antoine Compagnon qui est sorti un été avec Colette, c'est aux éditions des... Justement, oui, exactement, ouais. Il est très bien. Moi, je l'ai lu, il est parfait. Ah, super. Ben, je vais commencer par, par Antoine Compagnon. Et après, mais c'est vrai que c'est le rêve. Je voyais Tatiana de René qui s'est plongée dans Zola, qui les a tous lus les uns après les autres. C'est génial de pouvoir faire ça. Et en fait, il faut se donner le temps. On est tous pris par des sorties de livres. Voilà, on n'a pas assez de temps pour lire, on le sait tous. Mais de se plonger dans une œuvre comme ça, je pense que en plus, les livres prennent, voilà, on a le recul pour comprendre une œuvre en entier. Ça me plairait beaucoup. Et toi, Nicolas, un classique que tu aimerais relire ou que tu n'as pas lu Ah bah moi, vraiment pour aller dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, j'ai lu Toute la recherche du temps perdu dans l'ordre Waouh, depuis 1 an à peu waouh, près. bravo. Et à la faveur des confinements, j'étais un peu désœuvré et puis j'avais toujours voulu faire ça. Enfin, j'avais commencé, je m'étais arrêté, j'avais recommencé, je m'étais réarrêté. Et là, c'est vraiment, oui, dans l'esprit. Et puis, c'est ce que vous disiez, c'est vraiment, on lit ces ouvrages un peu trop jeunes. Enfin, Ouais, moi j'avais 18 ans la première fois que j'avais essayé. Par exemple, l'humour de Proust m'avait complètement échappé. Et, euh, et là, à 20, 25 ans de distance presque, j'étais vraiment, j'avais l'impression de découvrir toute une dimension en plus et d'avoir le temps de m'y lever, de m'y installer, cette dimension de souvenir et de nostalgie qui m'était complètement étrangère quand j'avais 20 ans. Forcément, je n'avais pas de nostalgie à 20 ans. Et, euh, et là, j'ai eu l'impression de redécouvrir ce que c'était que Proust. Et vraiment, ça m'a ouvert un monde et ça m'a donné envie de me replonger dans des classiques, des grands classiques que j'ai jamais pris le temps vraiment de lire, enfin, que ce soit le Comte de Monte-Cristo ou des choses comme ça. Mais, euh, mais ça m'a ouvert quelque chose, oui. Et ce que vous disiez sur Colette, ça m'a fait très envie aussi parce que je trouve que le style de Colette est exceptionnel et il est proche de Proust, justement. sorti en BD, c'est assez étonnant. La recherche du temps perdu en BD, je vous le conseille aussi, je crois que c'est chez Delcourt. Et c'est vraiment fidèle au texte. Et ça, pour ceux qui ont du mal à rentrer dans Proust, c'est plutôt intéressant. Moi, c'est vrai que je crois que c'est un roman graphique, on va dire, plus qu'une BD, mais c'est assez intéressant. Bon. Un autre conseil de lecture, Sarah? Au passage, qu'est-ce que tu lis là en Oui, ce moi, j'ai lu aussi un livre qu'on peut lire l'été qui est très intéressant dans la série de Une nuit au musée. moment? C'est une amie qui a écrit puisque tu parlais du Liban, qui a écrit ce livre, c'est Diane Masloum, qui a passé une nuit au musée de Beyrouth. Et c'était vraiment passionnant de lire à la fois son histoire personnelle mêlée à l'histoire de ce pays, en fait, et de cette ville, Beyrouth, qui a été 1000 fois reconstruite, voilà, qui se relève à chaque fois tel un phénix de ses cendres. Et une nuit au musée à Beyrouth, c'est intéressant, voilà, pour comprendre un petit peu ce pays, pour comprendre aussi cette double identité qu'ont certains Libanais qui vivent en France, qui sont partis, avec aussi l'impact de la guerre, forcément, et de découvrir voilà, ce musée qui était sur la ligne de démarcation entre Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest, et qui était, c'est assez incroyable, donc sur cette ligne de démarcation. Donc quand la guerre a éclaté en 1975, le conservateur du musée a eu l'intelligence et la rapidité, en tout cas, de conserver toutes les œuvres, de les couler dans du béton armé. Donc, ce qui fait que les œuvres ont été conservées. Enfin, elles sont aujourd'hui, voilà, très belle couverture, le Musée national. Et ces œuvres ont pu échapper à la guerre finalement. Et on découvre, même si certaines ont été un petit peu abîmées, il y a une très belle mosaïque avec un impact de balle parce qu'il y avait un sniper sur le toit du musée. Donc aujourd'hui, il y a ces traces aussi de la mémoire, voilà, qui sont encore là dans ce musée. Mais il y a une collection de sarcophages anthropoïdes unique au monde. C'est un lieu vraiment très très beau si vous avez l'occasion d'aller à Beyrouth, ce qui est difficile en ce moment. Mais c'est intéressant de voir aussi l'histoire de Diane, qui est voilà, une jeune femme aussi aujourd'hui, qui a cette identité entre la France et le Liban, ses racines, et l'histoire de ce peuple aussi depuis des générations. Donc c'est très beau. Comme on parle de Beyrouth, tu as participé à un ouvrage qui s'appelle Pour l'amour de Beyrouth, qui est paru chez Fayard. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Parce que ça aussi, c'est assez intéressant. Vous êtes plusieurs auteurs, je ne sais pas combien il y en avait Ouais. exactement.
35. En fait, j'ai vécu plusieurs années à Beyrouth pour des raisons familiales. Mes parents sont français, mais mon père est parti travailler à Beyrouth. Et j'étais en terminale quand il a été nommé là-bas. Et donc, j'y ai passé de nombreuses années. Et lorsque l'explosion du port, forcément, a éclaté, j'ai eu envie de faire quelque chose pour Beyrouth. Et je me suis dit, bon, bah, avec les contacts un petit peu que j'ai, et puis beaucoup de gens me demandaient, j'ai envie de faire un don pour le Liban, mais je ne sais pas où ni comment. Ouais. Et je me disais, il y a des gens qui vont faire un don pour le Liban, mais sans rien connaître de ce pays. Donc, je me suis dit, en échange, ils auront comme ça un livre. J'ai proposé à 35 personnalités françaises et libanaises d'écrire un texte sur Beyrouth. Pas forcément sur l'explosion, mais qui raconte leur Beyrouth. Donc, il y a Louis Chédid qui raconte évidemment les souvenirs et l'histoire de sa famille depuis André Chédid jusqu'à aujourd'hui et de ce déracinement aussi qu'il a connu. Amin Malouf a écrit un texte. Ce sont que des textes inédits, hein. Une prière pour le Liban. Il y a Sophie Fontanelle qui raconte aussi l'histoire de sa famille arménienne qui est passée par le Liban et c'est très touchant. Fanny Ardant, Isabelle Adjani qui connaît bien aussi le Liban et puis beaucoup de Libanais. Il y a Boris Cyrulnik aussi qui a fait un texte très beau sur la résilience. Voilà, donc il y a tout un ensemble de textes et on a reversé l'argent à une association à Beyrouth, voilà, pour la reconstruction, donc, qui s'appelle Offre-Joie. Et c'était une belle expérience aussi de pouvoir garder quelque chose, voilà, sur le Liban pour ceux qui donnaient, en achetant ce livre. En fait, ils faisaient un don, mais ils avaient un petit peu de Beyrouth avec eux aussi. Donc, vous pouvez aller en librairie, si vous voulez encore faire un don, pour vous procurer Pour l'amour de Beyrouth, paru aux éditions Fayard. Merci. C'est une très belle action. Voilà. Donc, je crois que ouais, on vient de voir. Ouais, merci beaucoup. Donc, moi, je vais remontrer ce merveilleux roman, Les Pépins de Grenade. Alors, allez en librairie dès demain matin ou ce soir, vous avez un clic sur notre site si vous ne voulez pas attendre et que vous pouvez le commander chez votre libraire le plus proche. Vous serez redirigé sur un libraire indépendant. Je vais le rappeler encore une fois, c'est très important d'aller dans les librairies parce qu'on pense que les librairies sont sauvées, mais les librairies ne sont jamais sauvées comme les auteurs. C'est leur vie, c'est leur œuvre et ça leur permet aussi de vivre. C'est très important, les droits d'auteur. Donc, il faut arrêter aussi de pirater les livres parce que déjà c'est pas bien, c'est pas éthique et en plus c'est leur revenu, donc ça serait intéressant d'arrêter de pirater les livres. Au pire, j'allais dire piquer-les dans les bibliothèques, mais c'est pas bien non plus. Mais voilà. Donc, en tout cas, moi je me suis toujours dit que dans mon magasin, quand on me piquait un livre, ce qui était assez rare d'ailleurs, je me disais au moins quelqu'un aura une lecture et on fera la rencontre avec un auteur. Tant pis, c'est pas grave, c'est dans les pertes, mais au moins, voilà, ça sera utile. En tout cas, c'était la dernière rencontre de la saison. On vous retrouvera à la rentrée pour la rentrée littéraire qui s'annonce. Alors, soi-disant light, on est en dessous de 500 titres, mais je vous dis qu'il y en a quand même. C'est rien du tout. Une paille, comme d'habitude. Donc, moi, pour l'instant, je n'en ai lu que 25 et j'estime que déjà, c'est pas mal, mais voilà, on n'est pas arrivé. Donc, on vous retrouvera en septembre. Moi, j'étais ravie d'avoir Nicolas pour ces 2 conseils lecture. On retrouvera Nicolas plus tard en librairie aussi. Ça, c'est une annonce qu'on vous fait. On ne sait pas quand, mais voilà. Sarah, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir, de nous parler de ce merveilleux roman. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci Nathalie d'avoir lu ce livre avec autant de passion et d'en avoir parlé vraiment de façon très touchante et sensible. Et puis merci à tous les deux. Merci Nicolas pour les conseils lecture parce que vraiment ça donne envie. Tous les deux, vous avez une façon de parler des livres qui donne vraiment envie de lire et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les auteurs aussi. Moi, je ne suis que passeur de livres, je suis toujours libraire, même si je ne suis plus dans une librairie physique. Et puis Nicolas, il a été blogueur, donc il sait parler des livres et il sait comment se mettre aussi. Donc ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'en profite pour saluer notre partenaire qui est lecteur.com, qui est une communauté de lecteurs qui est énorme, d'avoir été notre partenaire et qui est toujours notre partenaire. Il y a des chroniques qu'il faut aller lire. Les Pépins de Grenade sont chroniqués sur lecteur.com. Donc voilà, un grand merci à nos amis lecteurs qui nous suivent depuis maintenant 2 ans, depuis le 17 avril 2020. Donc ce soir, c'était la 295e. C'était un plaisir de la présenter. Encore un grand merci à Frédéric Deguel qui nous supporte. Voilà. Et puis toute l'équipe de Un endroit où aller, parce qu'on n'est pas que 2. Il y a aussi une infographiste, il y a aussi un vidéaste, donc Charlie et Béatrice qu'on n'oublie pas. Donc c'est une super équipe et c'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Nicolas, Sarah, je vous souhaite de belles vacances, de belles lectures. À toi aussi. Et puis on se merci à toi aussi. à la rentrée. Je vous souhaite une belle soirée à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.